C'est donc en réalité une responsabilité à la fois nouvelle et lourde que cette situation politique fait peser sur le Sénat. Je pense donc qu'il nous revient de donner aux Français l'image d'une assemblée à la fois sérieuse, capable d'avoir des débats de fond, qui cherche et trouve des solutions, des points de convergence, en évitant chamailleries et invectives, et qui avance pour donner à notre pays, avant le 31 décembre, un budget. C'est en tout cas l'esprit qui m'anime pour l'examen de ce projet de loi de finances jusqu'en commission mixte paritaire. Cet état d'esprit, d'ailleurs, commence par la nécessité de faire preuve de constance, à la fois dans les engagements et les convictions. C'est donc, pour notre part et pour ma part, en suivant très directement et légitimement les lignes de force que la majorité sénatoriale a construites avant l'été, qu'elle a présentées d'ailleurs au Premier ministre d'alors, François Bayrou, que j'ai examiné ce projet de loi de finances, puisqu'il ne vous a pas échappé que le Premier ministre a dit qu'il portait pour l'essentiel ce texte préparé par son prédécesseur. Et puisque j'ai parlé de constance, ça m'amène à commencer par une citation de la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui a ici même, devant notre commission des finances, en juin de cette année, eu cette citation. « Je partage pleinement votre exigence de clarté, de stabilité et de lisibilité pour les acteurs économiques. Certains points peuvent être affirmés sans détour. La surtaxe d'impôt sur les sociétés n'existera plus en 2026. Nous n'avons d'ailleurs nulle intention de recourir à une baguette magique fiscale pour combler les écarts dont la cause est la hausse de la dépense. » Fin de citation. Et ce que je propose au Sénat, c'est de permettre au gouvernement de tenir sa parole. J'ai d'ailleurs rencontré des acteurs économiques à la fois perdus et déboussolés, même si c'est un peu la même chose, face aux nombreux revirements gouvernementaux qui s'interrogent et qui ont tendance à freiner ou à retarder leurs décisions d'investissement parce que l'État ne respecte pas ses engagements. Que ce soit la Confédération des petites et moyennes entreprises, que ce soit le Mouvement des entreprises de France, que ce soit même l'Association française des entreprises privées, elle porte cette surtaxe d'IS comme une espèce d'emblème des errements de la politique économique et, je dirais, fiscale du gouvernement. Eh bien, la Commission des finances propose de la supprimer parce qu'elle pénalise les entreprises qui réussissent, elle pénalise les entreprises qui sont exposées à la concurrence internationale, elle pèse de manière importante et disproportionnée sur l'industrie qui d'ailleurs est installée sur nos territoires et si vous y regardez de près, plutôt en périphérie des villes et dans les territoires à dominante rurale. Elle pèse sur le taux d'IS qu'elle porte au-dessus du niveau qui était celui en vigueur sous la présidence de François Mitterrand, comme un doux parfum de retour en arrière, voire le débat sur le nouvel ISF. Les entreprises françaises, je le dis à la fois calmement, mais avec une forme de fermeté, les entreprises françaises ne doivent pas être les victimes des errements budgétaires de l'État. Et parmi les engagements du Sénat figure aussi, et vous le savez, l'objectif de redressement des comptes publics. Et on n'a pas levé le lièvre de la dégradation des comptes publics en 2023 et 2024 pour proposer nous-mêmes aujourd'hui une dégradation. C'est pourquoi la cible de déficit à 4,7% du PIB doit être tenue. En tous les cas, je m'y attacherai s'agissant du budget de l'État. Et les 4 milliards d'euros d'allègement de la fiscalité des entreprises que la Commission des finances propose sont donc
intégralement engagés par des économies sur le budget de l'État. La commission des finances en a d'ailleurs voté 2,5 milliards et j'en proposerai 1,5 milliard supplémentaire. Notre position, notre objectif, notre angle d'attaque est toujours constant. Nous souhaitons retrouver le niveau de dépenses de l'État de 2019, bien sûr retraité de l'inflation. Vous le savez, c'est la dernière année où le seuil de 3% de déficit a été atteint. Nous préconisons donc un effort sur les dépenses de personnel de l'État, avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite hors éducation et missions régaliennes. C'est 350 millions d'euros d'économie. Une mise sur pause du programme France 2030, plus d'1 milliard d'économies. Je pense en effet que les entreprises ont aujourd'hui davantage besoin de stabilité fiscale que de dépenses budgétaires de l'État. Et on proposera aussi des efforts sur l'aide publique au développement, à hauteur de 200 millions, sur le délai de carence dans la fonction publique, ce qui pèse plus de 100 millions, sur diverses surbudgétisations du budget de l'État pour 1 milliard, mais aussi sur, par exemple, l'aide médicale d'État à hauteur de 200 millions d'euros, sur le pass culture, près de 90 millions d'euros, et il y aura encore d'autres dispositifs. En fait, au risque de nous répéter, il nous paraît que le pays, les Français, nos entreprises ont davantage besoin de baisse de dépenses que de hausse d'impôts, étant donné, vous le savez, qu'on tient, si j'ose le dire ainsi, le pompon. Ce budget il doit être l'occasion de mettre en acte nos propos et de faire en sorte que ce ne soit pas qu'un simple refrain, pour ne pas dire une forme de complainte ou de rengaine.